Bon, alors, bonjour tout le monde, incluant les gens de Québec qui suivent la conférence midi en visioconférence. Alors, mon nom, c'est Jacques Ledan, je suis professeur-chercheur ici au Centre INRS, Urbanisation, Culture et Société, et organisateur des séminaires du Laboratoire d'études de la population. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Marois, qui est doctorant au centre avec directeur de recherche Alain Bélanger. Alors, même s'il est doctorant, il a quand même déjà un palmarès bien garni, puisque moi j'ai noté qu'il avait déjà obtenu des bourses et des prix. Le prix Jacques-Henri Pain au département de démographie pour le meilleur mémoire en démographie, et puis il a également obtenu une bourse J.A. Bombardier du CRSH. Il a également un certain nombre de publications, plusieurs articles de revue avec arbitrage, et puis surtout il est le co-auteur d'un livre avec Benoît Dubreuil, qui a eu un certain succès en librairie, Le remède imaginaire. Alors, sur ce, je cède la parole à Guillaume, qui va nous parler de projection de population à petite échelle géographique en utilisant un modèle de microsimulation. Guillaume, vous avez 5 minutes. Merci, M. Ledan, et je suis bien content de vous voir si nombreux. Je suis même honoré d'avoir plusieurs personnes que je ne connais pas qui s'est déplacées pour venir voir mes travaux. Donc, le titre de la présentation, comme vous voyez, projection de population à petite échelle géographique, une application aux municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal. Je vais présenter en fait le modèle que j'ai développé dans le cadre de ma thèse de doctorat. C'est en fait la première version fonctionnelle du modèle, mais bon, c'est encore en développement. La présentation va être essentiellement axée sur la méthodologie, comment je fais pour parvenir à mes fins, mais je vais aussi présenter quelques résultats. Mais comme je dis, puisque c'est encore en développement, il faut pouvoir prendre les résultats avec une certaine précaution peut-être. Mon objectif, c'était de développer un modèle de projection démographique pour les municipalités de la CNN, projeter la population par âge, sexe, langue, puisque la langue est une variable importante au niveau du comportement démographique, et évidemment municipalité de résidence. Puis un des grands problèmes des projections de population à petite échelle géographique, qui se distinguent notamment des projections à plus grande échelle, c'est l'estimation de comportement spécifique pour les petites zones. Puis pourquoi ça pose problème, les petites zones? C'est parce que souvent on se retrouve avec des petits effectifs. Donc, quand on a des petits effectifs, on a une très grande volatilité dans l'estimation des comportements. Si, par exemple, dans une municipalité, on a une seule femme de 31 ans et que la femme de 31 ans elle a des triplets l'année d'observation, ça va nous faire un taux de fécondité de 300%, ce qui est évidemment pas d'allure. Puis, bon, il y a un autre événement au niveau des projections de population à petite échelle qui s'observe différemment des projections à plus grande échelle, c'est la migration interne et la localisation résidentielle plus spécifiquement. Également, au niveau de la migration interne et de la localisation résidentielle, il y a d'autres composantes qui sont importantes à prendre en compte. C'est les composantes écologiques et contextuelles comme paramètres de projection. Parce qu'au niveau national, on ne se pose pas la question de l'espace disponible ou de la présence de lacs ou de montagnes qui vont obstruer la croissance de la population. Alors qu'à l'échelle locale, les composantes locales, les composantes écologiques et contextuelles sont beaucoup plus importantes, peuvent avoir plus grand impact sur la croissance de la population. Entre autres particularités locales susceptibles d'influencer les comportements, bon, évidemment, toutes les contraintes d'aménagement et les plans d'urbanisme, l'accessibilité, on pense par exemple à la présence de l'autoroute ou le système routier en général, on a la distance avec le centre-ville ou avec les services. Il y a également la composition socio-démographique qui peut influencer les comportements. On pense par exemple aux États-Unis où il y a plusieurs observations, plusieurs études qui ont montré que les personnes cherchent à vivre dans un milieu ethnique semblable au leur. Dans le cas de Montréal spécifiquement, la même observation peut s'observer au niveau de la langue. Donc les francophones cherchent à vivre avec les francophones, anglophones avec anglophones, et etc. Puis la même dynamique peut s'observer également au niveau familial. Par exemple, les jeunes familles vont chercher à vivre dans un environnement où il y a d'autres jeunes familles, ou encore au niveau des classes sociales. En fait, c'est également important de prendre en compte ces contraintes d'aménagement-là, surtout le zonage et le plan d'aménagement, parce qu'autrement, les projections peuvent avoir un effet auto-réalisateur. Si par exemple, on a une projection qui ne prend pas en compte le zonage, une projection qui va dire que la population de telle municipalité va doubler,
les autorités locales de la municipalité pourraient décider de changer leur plan d'urbanisme pour pouvoir pour que leur population puisse doubler. Alors que si la projection à la base n'avait pas prédit ce doublement de population-là, il n'y aurait pas eu lieu. Généralement, en fait, avant de présenter le modèle et les hypothèses plus spécifiquement, je vais juste d'abord expliquer un peu la démarche que j'ai faite pour parvenir à mes fins, donc pour modéliser la migration interne et la localisation résidentielle en intégrant les variables contextuelles. Généralement, en démographie, il y a deux grandes approches, l'approche démométrique puis démologique. Puis quand on fait des projections de population, bien souvent, on se base plus sur l'approche démométrique. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire des hypothèses basées sur le passé. On va dire, par exemple, il y a tant de migrants d'une place à l'autre, il y a en moyenne tant de migrants d'une place à l'autre au cours des 10 dernières années. On va supposer que le comportement va se reproduire dans le passé. Moi, je propose d'intégrer, en fait, une approche démologique, tout en conservant aussi la démométrie. C'est-à-dire que les hypothèses sont plutôt établis en fonction de la compréhension des comportements démographiques. Alors, on se dit qu'à ce moment-là, si un phénomène X est causé par les conditions Y, dans le futur, si les conditions Y sont à nouveau réunies, le phénomène X il va se reproduire encore. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on intègre les déterminants individuels et contextuels, qu'on fait ça à l'aide de modèles statistiques. Puis bon, quand on parle de compréhension des phénomènes, nécessairement, il faut peut-être emprunter certaines idées de la sociologie ou de l'économie. Personnellement, il y a deux grandes approches qui ont orienté ma démarche. La première, c'est la perspective du cycle de vie. Donc, on dit, cette approche suppose que les individus passent par divers cycles au cours de leur vie, par exemple la formation du couple, la naissance des enfants, le départ des enfants ou encore le décès d'un conjoint, et qu'au fur et à mesure que ces cycles changent, les besoins des personnes vont également changer. Puis lorsque le besoin change, à ce moment-là, il peut y avoir une insatisfaction liée au lieu de résidence qui va pousser les personnes à migrer s'ils en ont les moyens. L'autre grande approche que j'utilise, c'est l'approche de l'utilité aléatoire. Appliquée dans mon cas, je suppose que chaque municipalité va avoir une utilité qui lui est propre et que cette utilité va en fait être variable selon les préférences des individus parce que chaque groupe d'individus va être différent. Donc, par exemple, les variables liées à l'accessibilité ne vont pas avoir le même impact pour les personnes seules que pour les personnes qui vont avoir des enfants. Donc, finalement, le choix de la municipalité de résidence, on suppose que les individus vont agir de manière rationnelle et qu'ils vont choisir la municipalité dans laquelle l'utilité correspond le mieux à leurs besoins. Donc, évidemment, comme je disais, à l'échelle locale, quand on a des petits effectifs, c'est très difficile, voire même impossible de constituer une matrice origine-destination rigoureuse parce que finalement, premièrement, il manque d'informations sur l'origine et de la destination des migrants, bien souvent. Puis, souvent, on a aussi affaire à des très petits nombres, donc ça devient à peu près impossible de détailler la population par sexe, âge ou d'autres caractéristiques. Donc, la méthode que je propose pour modéliser la migration interne, c'est en deux étapes. La première étape, c'est la stratification des migrants selon le type d'origine et le type de destination. Puis j'ai identifié, dans le cas de Montréal, deux grands types. Donc, la ville-centre, que pour des raisons méthodologiques, je résume à la municipalité centrale, c'est-à-dire Montréal, puis les banlieues. La ville-centre, bien souvent, selon la perspective du cycle de vie, c'est vu comme un lieu de transition. C'est les jeunes, par exemple, qui vont aller vers la ville-centre pour compléter leurs études, trouver un premier travail, trouver un partenaire. Puis une fois qu'ils vont être stables professionnellement et qu'ils vont être en phase de fonder une famille, ils vont déménager vers la banlieue, là où les logements sont plus grands et plus abordables, où l'environnement est également plus calme pour élever les enfants. Donc, étant donné qu'on a deux grands types de municipalités, et que la ville-centre est constituée en fait d'une seule municipalité, on peut identifier trois types de mobilité interne, c'est-à-dire d'une banlieue vers la ville-centre, de la ville-centre vers la banlieue, ou encore d'une banlieue vers une autre banlieue. La manière que ces individus-là vont être sélectionnés, je fais ça à partir de probabilités qui sont calculées à partir de régression logistique, et les probabilités vont dépendre des déterminants, des caractéristiques individuelles. On a les trois types de migrants internes, on a aussi des migrants externes qu'il va falloir attribuer à une municipalité de résidence. Donc, on a les trois types, c'est-à-dire les immigrants internationaux, les entrants interprovinciaux et les entrants intraprovinciaux. Donc, pour ensuite attribuer une municipalité de résidence pour les migrants internes qui se destinent vers la banlieue et pour les migrants externes, peu importe leur destination. C'est là qu'arrive en compte l'approche de l'utilité aléatoire. J'utilise donc des régressions logistiques conditionnelles pour localiser ces migrants.
la façon dont ça se présente, une régression logistique conditionnelle, en fait, l'approche de l'utilité aléatoire en général, on suppose une utilité U pour la municipalité J pour le type de migrant T. Donc, l'utilité va être définie selon la formule suivante. Donc, en fait, c'est l'exposant du logarithme naturel d'une série de coefficients multipliés par les variables. Donc, les variables ici, dans une régression logistique conditionnelle, se rattachent aux alternatives. Les alternatives étant les différentes municipalités. Bon, c'est ici que viennent en compte les variables contextuelles et écologiques. C'est les variables qui se rattachent aux municipalités. Donc, le but de la régression en tant que telle, c'est d'identifier la valeur des coefficients qui se rattachent aux variables. Une fois qu'on a les utilités qui sont calculées pour chacune des municipalités, pour déterminer la probabilité de sélectionner cette municipalité en question-là, c'est en fait l'utilité de la municipalité divisée par la somme de toutes les utilités de la région. Alors, mon modèle maintenant, plus spécifiquement, je ne suis pas très bon en nombres pour l'instant. Si vous avez des suggestions à la fin, je suis ouvert. Je l'ai appelé pour le moment CIDELO pour simulation démographique locale. Origine, parce que le type de migrant c'est stratifié selon l'origine. Dans une prochaine version que je vais expliquer plus tard, je vais le stratifier autrement. Ma projection se fait par micro-simulation, c'est-à-dire qu'en fait, je simule le cheminement de vie des individus d'une population à partir de certaines règles de changement, par exemple de décès, de fécondité ou de migration. Je construis mon modèle dans SAS. Mon modèle est dynamique en temps discret et basé sur le temps. Bon, je ne vais vous épargner des détails, c'est des technicalités. Dans le cadre de la projection que je vais présenter ultérieurement, l'horizon temporel est de 2006 à 2031. Pourquoi 2006 et pas 2011? Ben parce que la base de microdonnées du recensement de 2011 n'est pas encore disponible, tout simplement. Et également, peut-être que je vais vérifier si la fiabilité de l'ENM quand elle va être disponible, si ça vaut la peine de partir avec ça ou bien simplement simuler dans 2006. Comme c'est une micro-simulation, ça me prend les données détaillées des individus. Donc, j'utilise la version longue du recensement qui correspond à 20% des ménages, soit un N de 682 000. Le N de 682 000, ensuite, j'applique une pondération pour que ça corresponde aux estimations de population de 2006. Donc, les variables que je retiens, il y a évidemment l'âge et le sexe, la municipalité de résidence. Dans la CMM, en fait, on a 82 municipalités, mais il y en a 3 qui sont de très petite taille, donc je les ai combinées aux municipalités adjacentes. C'est l'île d'Orval, je crois que ça a 2 habitants ou 1, c'est variable d'une année à l'autre. Donc, j'ai annexé ça à Dorval. Il y a l'île Cadieux, une centaine d'habitants que j'ai annexé à Vaudreuil-sur-le-Lac, puis Calixa-la-Vallée, que j'ai annexé à Verchères. Je conserve la langue parlée à la maison en 3 catégories, français, anglais, autres. Pour les catégories multiples, j'ai donc réparti de manière probabiliste entre ces 3 catégories. J'ai le lieu de naissance au Canada ou à l'étranger. Puis pour les personnes nées à l'étranger, j'ai d'autres variables, soit l'année d'arrivée, l'âge à l'arrivée, le nombre d'années depuis l'arrivée. Puis finalement, les variables qui se rattachent plus aux municipalités, la MRC de résidence et le type de municipalité, c'est-à-dire si la personne vit en ville-centre ou en banlieue. Si j'aborde maintenant la question des événements et des modules du modèle de projection, au niveau de la mortalité, je n'ai pas appliqué de spécificité locale au niveau de la mortalité. Comme première raison, c'est que c'est un peu difficile avec les données de l'état civil d'établir une véritable table de mortalité locale spécifique à chacune des municipalités, parce que souvent les personnes, par exemple, quand elles sont en fin de vie, vont aller dans un CHSLD qui va être concentré dans certaines municipalités, ce qui fait que les taux de mortalité ne correspondent pas nécessairement au lieu de résidence. Puis bon, peu importe, de toute façon, il n'y a quand même pas une très grande variation entre les différentes municipalités de la CMM. C'est pas par exemple comme si on avait une espérance de vie de 50 ans quelque part, puis 80 ans, ça c'est toujours autour de 75, 80, 82 peut-être. J'ai par contre appliqué des risques relatifs pour les immigrants récents et les immigrants établis comparés aux natifs, parce que les immigrants, quand ils arrivent, passent par un processus de sélection qui va sélectionner, en fait, qui va exclure ceux qui ne sont pas en santé, ce qui fait que le risque de mortalité est plus faible à leur arrivée. Puis, avec les années, va tendre à se comparer à celui des natifs. Pour la fécondité, maintenant, j'ai estimé des paramètres locaux de fécondité. Je fais ça en 2 étapes. La première étape consiste à estimer les taux de fécondité par âge, langue parlée à la maison et type de municipalité de résidence. Donc, je fais ça par la méthode des enfants foyers en utilisant le recensement de 2006. Ça donne les taux suivants. Donc, en banlieue, généralement, pour les francophones et anglophones, on a une fécondité légèrement supérieure à celle dans les villes-centres. Pour les allophones, c'est le contraire, en fait.
Autrement dit, en banlieue, les allophones, anglophones et francophones ont des fécondités beaucoup plus comparables, alors que dans la descente, les allophones ont une fécondité beaucoup plus élevée. Avec ces premiers taux-là, je fais ensuite une première simulation pour la période 2006-2011. Puis je compare ensuite les naissances stimulées avec ces taux avec les naissances observées par municipalité. Ça me permet de calculer un facteur d'intensité propre à chacune des municipalités. Puis ensuite, ce facteur d'intensité-là multiplié avec le taux de fécondité CO va constituer en fait mon hypothèse de fécondité locale. L'immigration internationale, maintenant, bon, c'est encore un phénomène qui est un peu difficile à mesurer parce que les départs vers l'étranger ne sont pas enregistrés en tant que tels. On ne sait pas, en fait, on peut avoir grosso modo une estimation du nombre, mais on ne sait pas vraiment leurs caractéristiques. On sait par contre que c'est quelque chose qui est très rare. L'immigration permanente, c'est-à-dire les personnes qui ne vont pas revenir au Canada par la suite, c'est un phénomène qui concerne surtout les immigrants récents. Donc, les hypothèses que j'ai utilisées, en fait, j'ai utilisé les taux d'attrition des immigrants estimés par Fermat et Frédéric Payeur. Merci Frédéric. Donc, en fait, j'ai annualisé ces taux d'attrition qui sont de 4,4% à l'arrivée et qui diminuent par la suite au fil des années jusqu'à 0,65% rendu à la 13e année. Donc, l'hypothèse sous-jacente à celle-là, c'est que les départs des natifs sont en fait annulés par le retour des natifs. Autrement dit, l'immigration permanente des natifs sera à peu près nulle. Maintenant, pour les sorties interprovinciales et intraprovinciales, on a un peu plus de données parce qu'au recensement, on a une question sur le lieu de résidence un an auparavant. Puis bon, avec le recensement, ça permet de combiner cette question-là avec les autres caractéristiques des personnes. Ça fait que j'ai estimé des probabilités à partir de régression logistique en combinant les données du recensement de 2001 et 2006. Les variables explicatives sont l'âge, la langue, le lieu de naissance, le nombre d'années depuis l'arrivée et la MRC. Bon, par contre, il y a certains problèmes avec le recensement, c'est que les personnes à qui on pose la question, c'est pas vraiment la population à risque, en fait, parce que de la population à risque, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis à l'étranger, donc c'est les personnes décédées, les personnes qui sont parties à l'étranger ne sont pas incluses dans la population à risque. Ça fait que dans le modèle de projection en tant que tel, l'événement des sorties interprovinciales et intraprovinciales doit survenir après l'événement mortalité et immigration. Puis ensuite, étant donné qu'on a les valeurs pour l'ensemble de la CMM pour la période 2006-2011, je calcule encore un facteur d'ajustement pour que le nombre simulé corresponde au nombre observé pour la période 2006-2011. Donc, j'ai également une variable linguistique, donc il faut que je calcule des probabilités de transition d'une langue à l'autre. C'est encore une fois une variable qui est un peu difficile à mesurer parce que bon, on sait la langue maternelle, la langue parlée à la maison. Donc, quand la langue maternelle et la langue parlée à la maison sont différentes, nécessairement, il y a eu un transfert linguistique, mais on ne sait pas quand a eu lieu ce transfert linguistique-là. Le recensement ne dit pas en quelle année avez-vous changé de langue. Donc, il faut aller de manière indirecte un peu pour estimer des probabilités annuelles. J'ai utilisé la méthode transversale qui a été développée par Patrick Sabourin et Alain Bélanger. Bon, oui, j'ai oublié de mentionner que la littérature sur la question mentionne que c'est en fait un phénomène très rare qui concerne essentiellement les allophones qui sont nés à l'étranger. En fait, les allophones natifs et les allophones nés à l'étranger, mais arrivés durant l'enfance. Donc, les anglophones, les francophones ou les allophones nés à l'étranger, mais arrivés à l'âge adulte, sont à peu près pas concernés par ce phénomène-là. Donc, pour réussir à calculer les probabilités annuelles, d'abord, je stratifie les allophones de langue maternelle en deux groupes, c'est-à-dire ceux nés au Canada et ceux nés à l'étranger, mais arrivés durant l'enfance. Puis ensuite, pour chacune, pour chaque âge dans le cas des natifs ou par durée d'immigration dans le cas des immigrants, je divise le nombre qui parlent français ou anglais à la maison par la taille de la cohorte. Donc, ça donne en fait des courbes qui ressemblent à ça. Donc, c'est la ligne pleine en bleu et la ligne pleine en rouge. Ici, c'est le cas des allophones immigrants arrivés à 16 ans au moins. Donc, en bleu vers le français, en rouge vers l'anglais. Donc, ça fait des courbes qui sont un peu saccadées, si on peut dire, donc c'est certains points. Mais bon, ça permet quand même de tracer une certaine courbe de tendance. Donc, c'est le pointillé en rouge et en bleu. Puis, à partir de la courbe de tendance, ensuite, on peut dériver les probabilités annuelles. Donc, ici, c'est les chiffres pour les immigrants allophones arrivés à 16 ans au moins. Pour ceux nés au pays, bon, on voit en fait que les tendances sont assez différentes. En fait, pour les allophones nés à l'étranger, on voit qu'il y a un certain nombre. En fait, il y a plus de transferts vers le français que vers l'anglais. Et qu'en fait, même à la durée zéro,
il y a en fait un certain nombre de transferts de personnes qui parlent déjà pas leur langue maternelle à la maison. Donc, c'est des personnes qui ont effectué leur transfert linguistique avant d'arriver au pays. Maintenant, dans le cas des allophones natifs, les tendances sont différentes. Donc, c'est à peu près égal vers le français et vers l'anglais jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Ensuite, chez les francophones, ça se stabilise à peu près, alors que ça continue les transferts vers l'anglais. Encore une fois, ici, on observe que c'est un peu spécial, mais à l'âge 0, il y a déjà des parents qui ont déclaré une langue parlée à la maison différente de la langue maternelle pour l'enfant. Ce qui est un peu étonnant dans la mesure où l'enfant à 0 ans, probablement qu'il ne parle même pas du tout. Donc, en fait, j'ai considéré ces chiffres-là comme étant des transferts intergénérationnels. En fait, ce serait quand la mère ne transmet pas sa langue à son enfant. Donc, c'est un phénomène que j'ai réussi un peu à intégrer au module de fécondité. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les mères allophones qui vont donner des enfants allophones. Un certain nombre vont donner des enfants qui sont francophones ou anglophones. Bon, maintenant, j'aborde la question de la migration interne. C'est là que sont les principales innovations de mon modèle. Donc, comme je disais, la première partie, c'est de sélectionner des personnes qui migrent selon le type d'origine et le type de destination. Donc, j'ai 3 modèles, puisqu'il y a 3 événements. J'utilise le recensement combiné de 2001 à 2006. Un modèle pour chacun des événements, donc de la ville-centre vers la banlieue, de la banlieue vers la ville-centre et d'une banlieue vers une autre banlieue. Donc, la municipalité de résidence est en fait déterminée ultérieurement. Avant de penser, les chiffres ça ressemblent à ça, en fait, des paramètres, juste pour vous montrer, en fait, que les personnes qui migrent, ceux qui font une migration interne, en fait, sont généralement assez jeunes, situés entre 15 et 34 ans. Par contre, ceux qui migrent vers la banlieue ceux qui migrent vers la ville-centre sont généralement plus jeunes que ceux qui migrent vers la banlieue. Donc, ceux qui migrent vers la ville-centre vont plus être autour de 20-24 ans, alors que ceux qui migrent vers la banlieue vont plus être âgés entre 25 et 34 ans. Bon, les autres résultats du modèle de régression, simplement spécifier que les anglophones et les allophones sont moins susceptibles de migrer vers la banlieue que les francophones. Je ne vais pas m'allonger plus longuement sur ces résultats-là. Avant de passer au module de localisation résidentielle, il faut aussi que j'intègre les migrants externes qui vont être localisés. Donc, il y a les 3 types. Les migrants externes ne peuvent pas être modélisés sous forme d'événements parce que je n'ai pas de population à risque. La population simulée, c'est seulement celle de la CNM. Je ne vais pas simuler la population du reste du monde ou du reste du Canada ou du Québec. Donc, en fait, je dois intégrer chaque année des nouveaux arrivants. Donc, en fait, je rajoute une ligne à chaque fois que je rajoute un arrivant. Et pour déterminer les caractéristiques en fait, de ces nouveaux arrivants-là, je les pige dans une base de données qui est constituée de migrants potentiels. Donc, ces migrants potentiels-là sont construits à partir des personnes qui vivaient dans la CNM au recensement de 2006, mais ailleurs 5 ans auparavant. Donc, je rajoute l'âge ensuite par la suite. Pour le nombre, maintenant, j'utilise encore une fois, pour les fins de comparabilité, les mêmes nombres que ceux des projections de l'ISQ, c'est-à-dire environ 40 000 immigrants qui rentrent dans la CNM, 10 500 entrants interprovinciaux et 46 000 entrants intraprovinciaux. Bon, ensuite, il faut attribuer une municipalité de résidence aux 5 types de personnes à localiser. Donc, ceux qui proviennent de la ville-centre, ceux qui proviennent d'une autre banlieue, les immigrants, les entrants interprovinciaux et les entrants intraprovinciaux. Donc, ça fait 5 modules de localisation distincts. Je calcule un modèle de régression logistique pour chacun de ces types de migrants-là, avec comme variable explicative la distance entre la municipalité et le centre-ville. J'écris le centre, c'est le point central du centre-ville, en fait. La taille de la population, le nombre de nouveaux logements, le principal groupe linguistique, c'est-à-dire si la ville est francophone ou non, puis la MRC de la municipalité. Ensuite, il y a une utilité qui est calculée pour chaque municipalité en suivant ces paramètres, puis la destination du migrant en tant que tel va être déterminée de manière probabiliste en fonction de la valeur de l'utilité. Sans entrer dans les détails de chacun des paramètres, parce que ça en ferait beaucoup, simplement indiquer les grandes tendances. Donc, la distance joue un rôle négatif, c'est-à-dire que plus la ville est éloignée du centre-ville, moins la municipalité va être attractive pour les migrants. La taille de la population a un rôle positif, nécessairement, parce que plus la population est nombreuse, plus il risque aussi d'avoir des logements vacants, il va y avoir plus de départs de cette ville-là, donc un plus grand nombre de logements. Donc, plus la population est importante, plus la ville va attirer des migrants. Il y a également le nombre de nouveaux logements qui est important. Par contre, le nombre de nouveaux logements n'est pas significatif pour les immigrants, ce qui n'est pas en fait très étonnant parce que les immigrants, quand ils arrivent, on peut dire que ça va être assez rare qu'ils vont aller directement s'acheter
une nouvelle maison dans un nouveau développement, la plupart vont aller dans un quartier déjà existant. Puis une fois qu'ils vont être établis seulement, une fois qu'ils vont avoir un emploi plus stable, ils vont peut-être migrer dans les nouveaux développements. Bon, le principal groupe linguistique ensuite, donc quand la ville est francophone, ça attire les francophones, mais ça repousse. En fait, c'est moins attractif pour les anglophones ou les allophones. Bon, maintenant, pour en fait valider cette méthode pour localiser les différents types de migrants, j'ai en fait repris les paramètres, puis je les ai appliqués au recensement de 2001 et 2006, et j'ai ensuite comparé le nombre simulé avec les paramètres au nombre observé. Ici, je présente seulement pour 2001, mais en 2006, c'est environ les mêmes tendances qui s'observent. C'est les simulations pour les enfants qui proviennent de la descente et qui se destinent vers la banlieue. Donc, on voit grosso modo que le nombre observé et simulé suit environ les mêmes tendances. Dans certains cas, par contre, il y a une différence qui peut être assez importante. Là, il ne faut pas se fier, j'ai mis ça sur une échelle logarithmique parce qu'autrement, on ne pourrait pas voir dans les détails. Donc, en fait, par exemple, les points ici, c'est des différences qui sont assez importantes. Donc, dans le cas de ces différences assez importantes-là, en fait, quand je les retrouvais à la fois en 2001 et en 2006, j'ai en fait appliqué un facteur de correction pour ces municipalités-là, pour que le nombre, finalement, en fait, le facteur de correction va augmenter ou diminuer la valeur de l'utilité de la municipalité, de manière, finalement, à ce que le nombre simulé puisse correspondre au nombre observé. Ça, c'était pour les entrants qui provenaient de la banlieue. Ensuite, ceux qui proviennent de l'autre banlieue qui se destinent vers une autre banlieue, encore une fois, on observe le même pattern. Puis, finalement, pour les migrants qui proviennent d'ailleurs au Québec, encore une fois, c'est les mêmes tendances. Il manque des données, parce qu'en fait, je peux pas tout sortir les données du cycle, donc c'est quand les N sont trop petits, quand la ligne rouge, en fait, est coupée, c'est parce que les N sont trop petits pour que je puisse les sortir. Je ne présente pas les données sur les immigrants et ceux qui proviennent du reste du Canada, parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez de nombre pour que ça soit pertinent de faire cette simulation. Le module de localisation résidentielle, ça nécessite une programmation particulière parce qu'il y a certaines variables qui se rattachent aux municipalités. Donc, en fait, ça prend une espèce de programmation qui va suivre les caractéristiques des municipalités dans le temps, les caractéristiques qui peuvent évoluer, c'est-à-dire la taille de la population et la composition linguistique. Dans le cadre des paramètres, la valeur qui va être considérée, ça va être celle en début d'année. Je vais également poser certaines hypothèses pour les autres caractéristiques des municipalités. Donc, pour le nombre de nouveaux logements, pour la période 2006-2011, j'ai simplement pris le nombre observé en faisant la différence entre ce qui est rapporté dans le recensement de 2006 et 2011. Pour la période 2011 à 2031, j'ai utilisé le potentiel de développement pour 2031, qui a été calculé pour chaque municipalité par le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMN, que j'ai annualisé de manière linéaire. Je tiens à spécifier par contre que le plan d'aménagement, celui-là, c'est pas le plus récent. Éventuellement, je vais essayer de le mettre à jour avec le plan le plus récent. Mais bon, pour les besoins, ça peut permettre un peu de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le modèle. Pour la distance, ça peut peut-être paraître une hypothèse un peu simpliste, mais je suppose que le centre-ville ne va pas bouger. Mais je pourrais faire des scénarios alternatifs dans lesquels le point central du centre-ville migre vers l'est ou vers l'ouest, puis voir un peu quel impact ça aurait sur la distribution future de la population. Validation du modèle. Maintenant, en fait, puisque on a les données pour une certaine période, on est rendu en 2014, donc j'ai pu comparer mes résultats des premières années de simulation avec les estimations de population pour 2011. Dans le tableau de gauche, ce que je présente, c'est le pourcentage d'erreur entre les estimations 2011 et mes simulations. Donc, en fait, pour la majorité des municipalités, donc 60 sur 79, le taux d'erreur est inférieur à 5 %. Et seulement pour 4 municipalités, le taux d'erreur est supérieur à 10 %. Je tiens à spécifier que ces 4 municipalités-là, en fait, c'est des petites municipalités, donc c'est des petits nombres qui sont en compte. Dans le tableau de droite, en fait, je divise les municipalités selon certaines caractéristiques. Pour l'ensemble de la CNM, le taux d'erreur est de 2,1 % quand on considère la population totale. Évidemment, c'est plus élevé quand on ventile la population par groupe d'âge, donc à 3,1 %. Le taux d'erreur augmente lorsque la population diminue. Donc, en fait, il est seulement de 1,2 % pour les municipalités qui ont une population supérieure à 50 000. Mais augmente à 5,7 % pour les municipalités qui ont une population entre 0 et 5 000 habitants. Évidemment, encore une fois, quand on détaille par groupe d'âge, c'est beaucoup plus élevé. Puis finalement,
bon, quand on regarde selon le taux de croissance réel de la population des municipalités, il n'y a peut-être pas vraiment de tendance claire qui s'observe. Peut-être, en fait, que le taux d'erreur serait un peu plus élevé lorsque la croissance réelle des municipalités est grande aussi. Mais bon, la relation n'est pas très claire à ce niveau-là. Bon, c'est un peu difficile de comparer les taux d'erreur avec les taux des autres modèles de projection parce que souvent les contextes ne sont pas les mêmes, les hypothèses ne sont pas les mêmes. Puis, bon, mais simplement mentionner un petit chiffre à ce sujet-là. Il y a une étude qui a été faite en Floride qui a comparé 5 modèles de projection locales pour les municipalités de la Floride. Puis l'erreur moyenne de ces modèles-là variait entre 17% et 20%. Mais c'était pour une période plus longue que la mienne, c'était pour une période de 10 ans, non pas pour une période de 5 ans. Donc, je crois que si on regarde par rapport à ça, je peux être quand même assez satisfait de mes taux d'erreur. Bon, en fait, ici, c'est encore la validation du modèle. Je présente en fait le nombre simulé et le nombre observé pour les principales municipalités de la CNM. Donc, en gros, ça ressemble pas mal aux chiffres des estimations. Peut-être pour Blainville, une erreur un peu plus élevée parce que c'est une ville qui a une croissance rapide. Également à Mascouche. Mais bon, pour l'ensemble, ça ressemble beaucoup, je crois. Évidemment, par contre, pour les municipalités les plus petites, l'erreur est plus importante, mais dans plusieurs cas, c'est quand même assez bas. Par exemple, on a plusieurs cas qui sont inférieurs à 5%. Bon, pour les riches, je me suis planté complètement, le taux d'erreur est à 20%. Mais pour d'autres cas, par exemple, où le taux d'erreur est important, si on regarde par exemple à Saint-Mathieu, l'erreur de 8,2%, c'est élevé en termes relatifs, mais si on regarde les nombres, en fait, ça fait une différence de 160 habitants. Je rappelle que ma base de données, c'est la version longue du recensement de 2001. Donc, c'est 20%. Donc, en fait, le 160 habitants correspond grosso modo à peut-être 50 personnes d'erreur. C'est 50 N, un N de 50 d'erreur. Bon, si on regarde maintenant les résultats un peu plus détaillés de la projection, donc jusqu'en 2031, je présente ici le taux de croissance de la population en municipalité de 2006 à 2031. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que le taux de croissance est beaucoup plus rapide dans les municipalités de périphérie, principalement celles de la Rive-Nord. On a par exemple Mirabel, Terrebonne, Mascouche qui ont des taux de croissance supérieurs à 40%, alors qu'il est beaucoup plus faible dans les anciennes banlieues comme Longueuil ou Saint-Lambert. À Montréal, on a également une croissance qui est bon, pas très forte en termes relatifs, mais quand même appréciable parce que, essentiellement à cause des hypothèses d'immigration, puisque on suppose 40 000 immigrants, dont l'essentiel se concentre à Montréal. Donc, ça fait que nécessairement la population de Montréal va croître également. Bon, ce que je disais ici, c'est les résultats de la projection 2006 et 2031 avec le taux de croissance. Bon, comme je disais, à Montréal, la population passerait de 1,6 million à 2,1 millions à peu près. Le taux de croissance serait légèrement inférieur à celui de l'ensemble de la CNM, qui serait de 27%. Mais en termes d'effectifs, ça représente quand même 400 000 habitants. Croissance évidemment très forte à Laval et Terrebonne, donc il y a un potentiel de développement très élevé. Également à Mascouche, où la population passerait de 34 à 59 000. Vaudreuil-Dorion, en revanche, est beaucoup plus faible à Dollard-des-Ormeaux, de 49 000 à 50 000. Bon, voilà. Je présente ici un autre résultat qui est la croissance de la population âgée de 65 ans et plus. Je parle en termes d'effectifs, donc c'est la croissance du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus et non pas du taux de personnes âgées de 65 ans et plus. Donc, ce qu'on voit encore, c'est que là où la population âgée de 65 ans et plus va croître le plus, c'est les municipalités des nouvelles banlieues, si on peut dire. Hein. On a encore Mirabel, ça c'est Saint-Amable, je crois, Terrebonne. Bon, alors que la croissance est réelle aussi dans toutes les autres municipalités. En fait, il n'y a aucune municipalité où la population âgée de 65 ans et plus va diminuer, ce qui est assez une évidence. Mais la croissance est quand même beaucoup plus faible dans la municipalité centrale ou dans les plus vieilles banlieues, comme à Saint-Lambert, Longueuil ou à Montréal. Donc, en fait, c'est des chiffres, c'est pour vous donner une petite idée. Par exemple, dans le cas de Mascouche, la population âgée de 65 ans et plus passerait de 2600 à 10 500, donc ça va tripler, alors que la croissance de la population de Mascouche, total, c'est 73%. Donc la croissance de la population âgée va être beaucoup plus rapide que la croissance du reste de la population. Bon, ça s'observe aussi pour les autres nouvelles banlieues, par exemple Blainville, Terrebonne, Candiac. Bon, si on regarde maintenant la proportion de la population âgée, c'est pas parce que la population âgée augmente que la ville va nécessairement être plus vieille que les autres, parce qu'il y a également une croissance qui se fait dans le reste de la population.
Pour l'ensemble de la CNM, la proportion de population âgée de 65 ans et plus passerait de 13,3% à 19,6%. Pour plusieurs municipalités, la proportion va être plus élevée. C'est le cas de, par exemple, Hudson, Oka ou Saint-Jean-Baptiste. Plusieurs municipalités de l'île de Montréal aussi, comme Westmount, Ville-d'Urfé, Sainte-Ville ou Terre-des-Ormeaux. Là où la population âgée, la proportion va être la plus faible, c'est les municipalités que je présente ici. On retrouve en fait les villes des nouvelles banlieues, par exemple Mascouche ou Terrebonne. Il y a une forte croissance de la proportion, mais en termes relatifs, ça demeure quand même légèrement inférieur à ce qui est observé dans le reste de la communauté métropolitaine. Je présente ici un dernier résultat. C'est à prendre avec précaution ici parce que je ne suis pas encore tout à fait satisfait de mes hypothèses au niveau de la mobilité selon la langue. C'est la distribution des municipalités selon le taux de croissance relatif de la proportion de francophones, donc en point de pourcentage. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déclin de la proportion de francophones dans toutes les toutes les municipalités sauf 14. Donc, tant dans les banlieues qu'en ville-centre, le déclin s'observe, mais comme je disais, je ne vais pas me détailler plus sur ces résultats-là, puisque je ne suis pas encore tout à fait satisfait des hypothèses à ce niveau-là. Bon, en fait, pour terminer, les projections préliminaires en fait, permettent de révéler certaines tendances qui pourraient intéresser les politiques publiques. Premièrement, on voit que l'étalement urbain se poursuit, du moins ici, je me fie au plan de développement que j'ai utilisé dans mon modèle de projection. Également, il y a les municipalités où la population âgée de 65 ans et plus va croître le plus. Paradoxalement, c'est celles qui aujourd'hui attirent souvent les jeunes familles, puisque ces municipalités-là qui sont beaucoup axées au niveau des familles, au niveau des services et des services offerts, vont aussi devoir s'adapter pour une population âgée qui va avoir des besoins différents. Également, déclin généralisé du français tant dans les banlieues qu'en ville-centre. Bon, les limites maintenant, je n'ai pas parlé beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Je mentionne les principales. Premièrement, les paramètres utilisés pour la localisation résidentielle. Généralement, ça prédisait assez bien le nombre d'entrants, mais il y avait quelques municipalités où je devais apporter un ajustement manuel pour que finalement le nombre corresponde un peu à ce qui était observé dans le passé. C'est pas un gros problème en tant que tel, mais bon, c'est toujours fatigant un peu pour un démographe de devoir apporter un facteur de correction qui est un peu subjectif, si on peut dire. Ensuite, les modules de localisation résidentielle, pour l'instant, ne sont pas liés au cycle de vie. Donc, en fait, les préférences sont liées selon l'origine du migrant et non pas selon le cycle de vie dans lequel ils sont rendus. Dans le modèle qui va suivre, en fait, sur lequel je suis en train de travailler actuellement, je vais modifier ça pour prendre en compte le cycle de vie. Finalement, le niveau géographique, le problème du niveau géographique, c'est que je ne peux pas aller à une échelle plus fine que la municipalité, parce que ce qui est utilisé pour mesurer la mobilité interne, c'est le lieu de résidence un an auparavant du recensement. Et le lieu de résidence un an auparavant ne permet pas de détailler à une échelle plus fine que la municipalité. Tout ce qu'on demande, en fait, c'est dans quelle municipalité vous viviez il y a un an, et non pas le quartier en détail. Donc, amélioration future du modèle, bon, j'en ai parlé un peu. Premièrement, comme caractéristique municipale, je comptais utiliser la proportion de francophones plutôt que le groupe majoritaire. Autrement dit, la dynamique serait plus importante puisque la proportion varie à chaque année, alors que le groupe majoritaire, ça peut prendre plusieurs années en fait avant que ça change. Également, je vais adopter une nouvelle façon de modéliser la migration interne. Donc, c'est pour ça que cette nouvelle méthode-là, je vais l'appeler CICELO, cycle de vie. Pour y arriver, en fait, il y aurait un seul événement de migration interne au lieu de 3. Donc, ce serait la probabilité de déménager, c'est-à-dire changer de résidence, peu importe la ville de destination. Autrement dit, ça pourrait être un changement de résidence dans la même ville. Puis ensuite, une fois que les personnes qui déménagent sont sélectionnées, je les stratifie en 4 grands groupes plutôt que sur l'origine. Les 4 grands groupes correspondent grosso modo au grand cycle de vie. Et j'utilise l'âge comme proxy du cycle de vie. Donc, il y aurait les jeunes familles qui ont suivi des jeunes enfants et de leurs parents entre 25 et 34 ans. Les familles, les 5-19 ans avec leurs parents, 35-59 ans. Les jeunes, les 20-24 ans, donc ceux qui quittent souvent sont en âge de quitter la résidence familiale. Finalement, les personnes âgées, j'ai mis ici 60 ans et plus, là, désolé pour les 60 ans ici. Ça correspond finalement aux âges où finalement les enfants quittent la maison, donc les parents se retrouvent tout seuls, ils pourraient être tentés de trouver une autre résidence qui correspond mieux à leurs besoins et qu'ils ont moins besoin d'espace. Donc voilà. Par contre, je conserve un module distinct pour les immigrants.
parce que, évidemment, les préférences des immigrants quand ils arrivent, on ne peut pas les comparer à ceux des immigrants internes, de ceux qui viennent du reste du Canada ou du reste du Québec. Puis, pour les migrants, je vais ajouter une variable qui va être liée à la proportion d'immigrants comme caractéristique municipalité. C'est-à-dire que plus il y aurait une forte proportion d'immigrants dans la municipalité, plus ça va être attractif pour les nouveaux immigrants qui cherchent à s'établir, ce qui correspond un peu à la littérature sur les réseaux qui se fait entre l'immigration internationale. L'un des principaux objectifs aussi dans cette nouvelle manière de modéliser la migration interne, c'est de permettre d'inclure Montréal comme alternative pour ceux qui, en principe, se destineraient vers la banlieue. Donc, ça va me permettre de faire des scénarios alternatifs dans lesquels, par exemple, j'augmente l'offre de logement à Montréal pour voir l'effet que ça aurait sur l'étalement urbain ou sur l'exode des familles vers la banlieue en général. Parce qu'actuellement, comme dans le modèle que j'ai présenté, la personne qui migre de la ville-centre vers la banlieue, nécessairement, se destine vers la banlieue. Je ne pourrais pas lui attribuer Montréal comme ville de destination. Alors que dans cette nouvelle méthode-là, Montréal va être une alternative possible. Donc, ça voilà qui conclut ma présentation. Je crois que j'ai parlé vite un peu, fait qu'on a quelques temps pour les questions. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, question? Oui. Ouais, je peux pas. Je voulais savoir si vous nous entendiez. Je crois que c'est comme ça. C'est bon. OK. Oui, OK, c'est bon. C'est ça la question. Je peux en poser si il n'y a pas d'autres volontaires. M. Laplante, vous avez une question? Je vais faire un commentaire et une question. Okay. Utilité aléatoire, c'est le modèle de McFarlane. Oui. Une blague. Je suis étonné que Alain t'ait laissé faire de la simulation avec ça. J'ai pas laissé le choix, en fait. Plus sérieusement, deux choses. L'estimation de la fécondité, j'imagine qu'il y en a, surtout parmi les anglophones. Je l'ai fait en fait pour les allophones, qui correspond, ça va ressembler pas mal à la fécondité des immigrants, mais j'ai pas fait la différence selon immigrants natifs. Ça ferait vraiment trop de groupes peut-être dans certains cas. Je pense pas que ce soit très important. Là. Il commence à y avoir des études qui montrent que l'estimation de la fécondité des immigrants à partir des données de recensement est toujours... En fait, ce serait quelque chose que je pourrais inclure si je cherchais à projeter la proportion d'immigrants dans la population, le nombre d'immigrants. Mais comme la variable un peu qui cherche à projeter, c'est l'âge, sexe et la langue, je pourrais l'inclure, ce serait pas... En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu fabriques plus d'immigrants qui sont anglophones ou allophones que la réalité, peut-être que tes proportions de francophones des municipalités à la fin, la fécondité des francophones et des anglophones était comme... C'est une différence dans les deuxièmes décimales. Je te le lance comme ça, t'en fais ce que tu veux. La fécondité des allophones est très élevée dans le centre. C'est probablement dû au fait que leur arrivée, ils sont plus souvent qui sont arrivés depuis 5, 10 ans, 15 ans, ils sont peut-être plus... Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit cette différence. C'est de ça que je parle. Merci, Alain. Dernière chose, est-ce que tu présentes ça aux gens de l'AMT, l'Agence métropolitaine du transport, parce que si l'étalement urbain se fait comme tu le montres, je sais pas, là, mais il me semble que ça va poser des problèmes de transport. Je ne sais pas si les personnes de l'AMT. Non, mais moi, on a une collègue d'études urbaines. Il y a quelqu'un ici qui est encore plus compétent que moi. Ah, d'accord. Il y a des gens du ministère des Transports. Je pense Ah, que ok, c'est bien d'accord. inscrit, Alors, donc, je sais tous pas, ces gens-là, j'aimerais les entendre. Je tiens, par contre, quand même à nuancer, c'est que les plans de développement que j'ai utilisés, c'est pas les plus récents. Puisque dans les plus récents, il n'y a pas de potentiel de développement qui a été calculé encore jusqu'à je crois que j'ai calculé moi-même c'est que c'est peut-être pas les données les plus à jour à ce niveau-là. Dans le nouveau plan, peut-être qu'il va y avoir ça va être un domaine moins important. Okay. Je vais juste apporter une question à la CMF. En ce qui concerne le plan métropolitain, c'est certain que je crois que tu as travaillé avec l'information dont on dispose
proposait dans le cadre de l'élaboration de plan en vigueur. Et le potentiel est calculé de façon globale. On ne passe pas au niveau municipal, mais vraiment à l'échelle de l'ensemble de la CMM. Donc, les données sont pas des inclusions municipales, c'est vrai. Mais il en demeure pas moins qu'un certain travail peut être fait avec les potentiels. J'ai fait un travail avec les potentiels en fonction des espaces qui sont disponibles, en fonction de la projection de c'est certain qu'il peut y avoir des ajustements qui soient faits en fonction des récentes données aussi pour sortir pour éventuellement. C'est pas tant le plan qui va changer, mais plus le monitoring qu'on fera du plan qui mettra vraiment Éventuellement, il va y avoir des informations par municipalité qui vont sortir. ça dépend. C'est quand on sera rendu à l'étape du monitoring, je ne peux pas garantir de quelle façon ça va se passer, mais il y a quand même de l'information qui sera mise à jour périodiquement. Je me garde informé. Peut-être deux, trois questions? Oui. Oui. D'abord, peut-être, est-ce que vous seriez capable de nous montrer la salle à Montréal quand les gens posent des questions? Ça serait plus sympathique que de... Là, le son n'est pas très bon. Il n'y a pas un réalisateur chez vous qui est capable de contrôler la caméra, non? Tant pis. Ah non. Non? Il fallait que j'aille chercher un technicien informatique, mais bon. OK, tant pis. Voyez, là, vous voyez. Deux, trois questions assez simples. Bon. La première, si j'ai bien compris, la provenance des migrants est établie en fonction de la provenance déclarée au recensement de 2006, la municipalité de résidence. Pour prendre des renseignements, oui. Oui, bon. Si j'ai bien compris aussi, vous avez eu accès à la base de données intégrale des données échantillons du recensement de 2006, c'est bien ça? Oui. Merci. L'autre question, la question sur laquelle j'aimerais que vous reveniez un peu, c'est sur la construction de vos utilités, de manière peut-être à essayer de mieux saisir combien vous en avez. Est-ce qu'une localité, une SDR dans votre modèle a la même utilité pour tous les ménages ou a des utilités différentes, dépendamment seulement de la provenance des ménages en question? L'utilité de la SDR, en fait, je ne suis pas sûr de le comprendre. Ça varie selon la provenance et ça varie entre les municipalités entre elles aussi. Chaque municipalité a une utilité qui est différente. Donc, on a 79 municipalités, 79 utilités, multipliées par 5 parce qu'on a les 5 provenances différentes. Donc, en tout, ça fait 5 fois. Les utilités sont en fonction de la provenance. Donc, il y a cinq utilités possibles pour chacune des localités dans votre modèle. C'est bien ça. Okay. Et chaque... Qui se détermine par la caractéristique de la provenance. C'est ça que je comprends. Et, oui, en fait, il va être différente selon C'est pas la paire, là. En fait, ça va être variable selon la provenance, mais l'utilité est déterminée selon les caractéristiques de la municipalité. Ça a l'air trivial, mais j'ai la misère que ça ne me rentre pas bien dans la tête. Reprends, si je l'exprime dans mes termes à moi. Bon. On a une municipalité de banlieue quelconque, ça n'a pas d'importance. Bon, on va prendre Laval, un cas simple. Bon. Donc, pour Ville de Laval, si j'ai compris votre explication, il y a 5 utilités possibles qui dépendent de est-ce qu'on vient d'une autre localité de banlieue, est-ce qu'on vient de la ville-centre ou est-ce qu'on vient de l'extérieur, c'est ça? Oui. Bon, donc, mais l'âge des personnes qui se déplacent n'est pas considéré maintenant. Pas maintenant. Dans le prochain modèle, ça va être en compte. Merci. Okay. Quelques petites questions ou commentaires? Oui. D'abord, juste savoir la distance mesurée entre les diverses localités, c'est à vol d'oiseau ou selon le réseau routier? À vol d'oiseau, OK. Peut-être qu'il y aurait moyen de calculer des distances là, sur l'heure du trafic à parcourir qui pourraient être intéressantes. Je ne sais pas si c'est des informations qui sont facilement accessibles. OK. J'aimerais savoir aussi, je pense que j'ai remarqué que la proportion de 65 ans et plus diminuait à Saint-Lambert. C'est assez étonnant. Il n'y a pas de diminution. C'est toutes des augmentations. Dans la proportion? Ah, la proportion? Je pense que c'est Saint-Lambert. Ah, dans la proportion? Oui. Ouais, à Saint-Lambert. L'autre avant? Ouais. Ah, ben, c'est déjà une ville qui est très vieille, en fait. 25-24. 25-24. Mais ça demeure quand même une ville qui va être parmi les plus vieilles en 2031. Mm-hmm. Mais donc, on pourrait penser que la migration va seulement être chez les entrants, les nouveaux habitants de Saint-Lambert seraient... augmenteraient. C'est quand même assez surprenant comme résultat.
Je sais pas, à Saint-Lambert, je trouve que c'est déjà, comme c'est déjà une municipalité qui est très... C'est le cas, par exemple, de toutes les municipalités qui sont déjà âgées, si on peut dire. C'est des municipalités qui sont souvent assez dispendieuses. À Westmount, il y a une petite augmentation, mais pas tant que ça. C'est quoi que ça donne les résultats du modèle de projection de VSQ? Je suis convaincu que ça donne une augmentation, mais je serais curieux d'aller voir ça. Tu m'en parleras. Oui. Puis, je pense que j'ai la réponse à la question, mais refaire cette projection-là avec un niveau de détail pour les arrondissements, c'est impossible parce que je crois que la question au recensement n'est pas disponible. On ne sait pas de quel arrondissement ils proviennent. En fait, au recensement, c'est un peu spécial. Ils demandent le code postal, je crois, mais le code postal, ça seulement à valider la municipalité de résidence et non pas. Enfin, autrement dit, c'est pas une variable qui est disponible pour les chercheurs, c'est comme une variable qui est utilisée à l'interne chez eux pour valider la municipalité. Donc, ce qui est offert pour nous, c'est la municipalité 1 an auparavant, ou 5 ans auparavant, selon la question. Ah, OK. Et également, on avait remarqué, je crois, entre le recensement de 2001 et 2006, que la mobilité des anglophones et des allophones avait tendance à rejoindre. Elle ne l'a pas encore rejoint, mais elle se rapproche de plus en plus de celle des francophones. Donc, la tendance à l'étalement urbain. Et j'ai pas encore vérifié avec les résultats de l'ANM 2011 si ça se poursuit, mais j'ai bien l'impression que oui. Donc, est-ce que ça serait possible de peut-être modéliser une certaine évolution une poursuite de cette tendance-là? Parce que j'ai cru comprendre que les probabilités de migrer étaient la moyenne 2001 et 2006. Donc, Alors, en fait, j'avais fait aussi des modèles séparés pour 2001 et 2006. Puis, en fait, c'est surtout pour les allophones qui ont une espèce de une tendance à se ressembler plus à celle des francophones. Auparavant, ça ressemblait plus au modèle des anglophones. De plus en plus, ça ressemble au modèle des francophones. Effectivement, je pourrais supposer que la mobilité va se poursuivre dans ce sens-là. Ce serait un scénario alternatif à envisager, peut-être quand je vais vouloir détailler les résultats par langue, notamment. Là, tu as développé l'outil. Tu es encore en développement d'outils. En fait, on va te présenter la dernière minute aussi. Tu es encore en développement de l'outil, mais l'outil va servir à faire des simulations avec des hypothèses différentes pour permettre d'illustrer des changements comme ça. Je pensais justement faire comme un texte plus détaillé sur les projections de mots linguistiques locales, dans lesquelles j'aurais plusieurs scénarios alternatifs, notamment au niveau de la mobilité, par exemple. J'avais une question sur les proportions des personnes âgées, en particulier dans les nouvelles banlieues. Je me demandais quelles sont les limites de ce qu'on peut prévoir à ce niveau-là. Par exemple, les gens de 65 ans et plus à Terrebonne ou à Mascouche pourraient très bien décider de revenir vers la ville-centre et de ne pas rester, de ne pas vieillir. Est-ce qu'on peut se baser à ce moment-là sur des évolutions passées dans ce qui était des nouvelles banlieues à l'époque pour voir un peu estimer? Est-ce qu'on ne doit pas avoir beaucoup de données sur lesquelles se baser pour essayer de prédire ces comportements-là? En fait, je présente dans la mobilité de la banlieue, des banlieues actuelles vers la ville-centre. Puis donc, en fait, on sait c'est quoi la proportion actuelle des personnes âgées qui migrent de la banlieue vers la ville-centre. C'est d'ailleurs les tendances actuelles qui sont observées. Donc, l'hypothèse du modèle, c'est que les tendances actuelles du retour vers la ville-centre vont demeurer les mêmes. Maintenant, est-ce que ça va changer dans le futur? Ben, peut-être. C'est que les proportions actuellement ne sont pas tellement élevées. Il y en a pas beaucoup des gens de... On est en bas de 10 %, je pense, dans cette Donc, de la banlieue vers la ville-centre, en fait, c'est même moins nombreux que les 40-44 ans ou les 5 ans. Fait qu'en fait, c'est pas une tendance qui est vraiment observée. Okay. Peut-être plus pour les 75 ans ou plus qui vont aller en résidence, mais chez les personnes de 60 ans, je crois qu'il y aurait une tendance, par contre, qui serait plus vers aller dans d'autres régions, aller dans leur chalet, utiliser leur chalet comme maison principale, par exemple. Ou le milieu bâti peut changer. On va en avoir à Terrebonne éventuellement. C'est les gens qui étaient à Duvernay quand j'avais des enfants qui sont restés à la fin. C'est vrai que probablement les prochaines résidences pour personnes âgées, je pense pas que ça va se construire à Montréal aussi. Plus de place pour ce genre de développement-là dans les banlieues. Reste à voir au niveau des préférences. Est-ce que les personnes âgées préfèrent vivre dans un environnement, disons, plus calme, avec plus loin des services,
ou plus près des services, mais dans un environnement peut-être un peu plus bruyant. Sur cette question-là, j'aimerais vous faire part d'une très mauvaise nouvelle, qui est le fait que la population dans les logements collectifs, c'est-à-dire les populations dans les résidences pour personnes âgées, ont été exclues de l'univers de l'enquête nationale sur les ménages. Et que donc, on n'a comme pas de données pour ces populations-là. Et c'est vraiment pas amusant, mais c'est un fait avéré. Alors, ça va compliquer beaucoup les choses. Je vais continuer avec mon recensement de 2006 d'abord. Je vais poser 3 questions différentes, si tu me le permets. Le premier, c'est que tu as décrit des trajets moyens des gens, comme les jeunes couples ou les jeunes qui terminent l'école et puis cherchent un emploi. Et ce sont vraiment des stéréotypes, des trajets vraiment moyens. Est-ce que ça implique que ton modèle ne prend compte pas du tout des gens qui diffèrent de ces trajets? Par exemple, des gens qui restent célibataires toute la vie, ou des gens qui, je ne sais pas, il y a un changement familial. Est-ce qu'ils sont inclus ou ils sont complètement pas inclus? En fait, on parle toujours de proportion. Là. Évidemment, je faisais des généralisations en disant que les jeunes cherchent à aller vers le centre, mais comme j'utilise, c'est des probabilités. Donc, évidemment, la probabilité n'est pas égale à 1. Ce n'est pas tous les jeunes qui vont aller vers la descente. La probabilité, bon, je ne sais pas exactement combien ça donne, mais ce serait peut-être 60% par exemple. Donc, autrement dit, l'hypothèse sous-jacente, c'est que les comportements des jeunes actuellement vont continuer dans le futur. OK, alors, les autres possibilités sont peut-être considérées dans la probabilité. C'est considéré de manière indirecte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de modèle distinct, mais c'est comme un peu le résidu, si on peut dire. C'est ceux qui ne veulent pas, on peut dire que c'est peut-être parce que justement, ils ont un cheminement de vie différent. OK. La deuxième question, c'est le modèle est basé sur plusieurs des régressions logistiques. Oui. Et dans ce genre de modèle statistique, il y a toujours une variabilité de poids importante liée à l'estimation, à l'incertitude dans les données, par exemple, il y a toujours des intervalles de confiance autour des coefficients, même des covariances. Est-ce que tu as essayé de considérer l'impact cumulatif de toutes les estimations pour régression logistique sur l'incertitude des chiffres qui sortent? Vous savez que comme j'utilise le recensement, évidemment, mon N est très grand. Si on voit par exemple les taux de signification, les seuils de signification, c'est toutes des 3 étoiles ou à peu près. Non, je vais aussi prendre en compte, c'est peut-être à faire dans les modèles alternatifs. Ce que j'ai fait pour valider, bon, je n'ai pas présenté ici non plus, j'ai comparé un peu le nombre de personnes que ça donnait, en fait le nombre simulé en utilisant ces paramètres-là au ressortiment de 2001-2006, également pour la sélection des migrants, c'est-à-dire le nombre de sortants qui va être pris en compte, ce qui correspond à peu près à ce qui est observé si on utilise ces paramètres-là. Finalement, j'ai une dernière question. Mais peut-être c'est assez. Oui. Comme tu sais, je ne suis pas du tout quantitative. Je suis la plus grande ignare dans ce domaine. Mais mon pifomètre me fait dire qu'en termes de projection, on pourrait, dans les années qui viennent, avoir quelques surprises. Dans les années qui viennent, pas demain matin. Non. Et je me demandais comment tu pourrais peut-être brancher dans ton modèle. Bon. Alors, en gros, bon, d'abord, immigration, là-dedans, tu n'as pas les temporaires, les étudiants. En fait, c'est les personnes nées à l'étranger. Donc, ça sont inclus dans les personnes nées à l'étranger, mais ils ne sont pas distincts. C'est pas des immigrants, mais ouais. C'est selon stable. En général, le solde des résidents temporaires est égal à 0 sur une très grande période. Évidemment, il peut y avoir une croissance momentanée, mais nécessairement, il va y avoir un solde négatif dans les années qui suivent, soit qui vont devenir immigrants, soit qui vont repartir dans leur pays. Bon, la première chose, à mon avis, qui va jouer dans les années qui viennent,
c'est l'accession à la propriété. Bon, donc, et encore une fois, je ne connais rien dans la mécanique des modèles, mais si l'accession à la propriété baisse, notamment pour les jeunes familles, est-ce que ça n'est pas susceptible de venir un petit peu enrayer ou entraver les mobilités? Deux, moi, je ne serais pas surprise que les jeunes familles immigrantes ne suivent pas tellement, et je dirais de moins en moins, des trajectoires de décentralisation, c'est-à-dire aller en banlieue. Et donc, on ne va pas observer, ou plus exactement, les jeunes familles avec composantes immigrantes vont avoir tendance à rester dans la ville centrale. Donc ne vont pas suivre. Bon, d'ailleurs, on voit bien que les déplacements actuels sont quand même assez faibles. Bon, l'étalement de l'immigration est relativement faible quand même. Mais bon, je pense que ça va se jouer différemment dans les années qui viennent. La troisième chose, et là vraiment, j'imagine que c'est non pertinent pour toi, mais moi, j'ai l'impression que les jeunes familles vont avoir des comportements résidentiels très différents, notamment dans le cas des jeunes familles qui comprennent des jeunes femmes professionnelles, branchées, qui n'auront plus envie d'aller s'enterrer en banlieue. Ça, c'est ma spéculation personnelle. Alors, autrement dit, bon, est-ce que dans ton modèle, il y a quelque chose avec le différentiel du comportement tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ben, en fait, c'est important de comprendre. Un modèle de projection, c'est pas une prédiction en tant que telle. Je sais bien. L'objectif du modèle en tant que tel, c'est un peu de voir qu'est-ce qui arrive s'il y a un changement de comportement, par exemple, dans les années. Donc, tous ces idées-là, en fait, ça pourrait être inclus dans les scénarios alternatifs pour voir qu'est-ce qui arrive justement si les immigrants décident de plus rester, ou si les femmes décident de plus rester dans la ville-centre comparé au comportement actuel. Pour faire un scénario de référence, par contre, je crois que c'est mieux de se référer évidemment à ce qu'on a observé jusqu'à maintenant. Puis donc c'est un peu ce qui est fait en utilisant les recensements de 2001-2006. J'observe les tendances récentes pour faire un scénario de référence. Ensuite, quand viendra le temps de faire des scénarios alternatifs, je pourrais effectivement prendre ces considérations-là pour voir un peu qu'est-ce qui se passe si les changements changent. Mais prédire en tant que tel un changement de comportement, qui n'est pas encore observé dans le passé. Non, mais c'était pas dans ce sens-là que je l'indiquais. Hein. C'était plus juste pour des scénarios. C'est ça, c'est pour penser les scénarios. Exactement. Et je termine par la dernière chose, c'est la question des secteurs de l'économie. Bon, tu as certainement encore mieux que moi vu que dans certaines villes nord-américaines, on commence à avoir un changement entre banlieue et ville centrale, surtout dans les villes centrales où les secteurs de la nouvelle économie sont assez forts. Bon. Donc il y a comme une petite tendance à l'inversion, autrement dit moins d'étalement, et plus de... Bon. Alors, encore une fois, il me semble que c'est des éléments qui seraient intéressants à regarder, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, que tu ne peux pas le rentrer dans ton modèle, mais par contre... En fait, je peux rentrer dans mon modèle, mais pas comme scénario de référence. Évidemment, pour faire une fois que le modèle va être vraiment complet, que je vais pouvoir faire des articles avec, effectivement, je pourrais faire quel serait l'impact sur la distribution future de la population d'un changement au niveau de ces comportements-là. Mais au niveau, par contre, des immigrants, vous dites qu'ils seraient de moins en moins nombreux à aller en banlieue auparavant? Non, je dis qu'ils sont toujours aussi peu nombreux à aller en banlieue. Ils le sont un petit peu moins, enfin, ils y vont un petit peu plus, mais c'est quand même assez lent. Et je dirais que dans les années qui viennent, combiné à ce que j'ai dit auparavant avec la question de l'accession à la propriété, ça va être encore moins.
Moi, j'avais comme intuition que ce serait le contraire, en fait. Parce que dans la municipalité centrale, les prix augmentent souvent. En tout cas, il y a de moins en moins de logements disponibles. Puis éventuellement, 40 000 immigrants par année, comme je montrais dans les résultats, la population de la municipalité centrale atteint 2 millions d'habitants. Nécessairement, il va falloir qu'il y ait une certaine diffusion de la population. D'autant plus que le moteur de la croissance de la population est de plus en plus l'immigration. Donc, quand le moteur est ça, nécessairement, il va falloir que ça se répartisse ailleurs dans la banlieue. Mais bon, c'est des intuitions, peut-être que c'est pas le cas. Par contre, comme on disait tantôt, quand on regardait la variable allophone, qui peut des fois se comparer à la variable immigrant, ce qu'on observe, c'est que les allophones sont de plus en plus nombreux à migrer vers la banlieue, une fois qu'ils sont établis, en fait. Donc ça reste... Ouais. Ça peut changer d'un côté comme de l'autre. Et dernière année, il n'y a pas seulement en ce qui concerne la région métropolitaine, de plus en plus, on raisonne avec un schéma polynucléique. Est-ce que, là aussi, dans tes considérations futures, tu ne pourrais pas rentrer un petit peu ce genre de considération parce que finalement, opposer la ville centre aux banlieues, ça fait plus de sens. Ce serait une possibilité. Je pourrais, par exemple, réduire l'impact de la distance, parce que c'est un peu ce qui arrive. S'il y a différents noyaux qui se créent, nécessairement, la distance avec le centre-ville va devenir moins important, puisqu'il va y avoir peut-être un noyau plus près. Donc, en réduisant le coefficient associé à la distance, mais en fait, en l'augmentant parce qu'il est négatif, donc en augmentant le coefficient relié à la distance, effectivement, je peux faire des scénarios alternatifs pour voir si la polynucléarisation se poursuit. Mais je crois qu'à Montréal, c'est quand même moins important que dans d'autres régions métropolitaines. Il y a moins le HCT qui se forme partout. Du moins, il y a une seule place où il y a des gratte-ciels, c'est au centre-ville. Oui, mais le problème, c'est que pour toi, ta ville-centre, c'est uniquement la ville de Montréal. Oui. Donc, alors déjà, tu loupes pas mal d'affaires qui sont sur l'île de Montréal. Ah, effectivement. C'est ce que je disais, si je pourrais, comme scénario alternatif, voir qu'est-ce qui arrive si le point central de l'économie, si on veut, se diffuse vers l'est ou vers l'ouest ou vers le nord. Ce serait le scénario alternatif que je pourrais faire. Oui. Avant de poser ma question, je voulais peut-être souligner pour ceux qui ne sont pas démographes le caractère novateur du travail de Guillaume. Bon, c'est projection de population à micro-échelle, c'est quelque chose que j'ai fait quand je suis arrivé ici. On m'a demandé bien souvent aussi de faire des projections par municipalité, mais c'était impossible de le faire avec les méthodes traditionnelles, la méthode des composantes des démographes. Et donc, bon, pour la première fois, avec l'aide de la micro-simulation, comme vient de nous le montrer Guillaume, on peut effectivement faire ces projections au niveau des municipalités. Bon, après cette parenthèse, ma question, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question du module de localisation résidentielle. Okay? Puis, l'importance qu'ont, sur vos projections, les contraintes que vous avez utilisées. Bon, vous avez parlé du potentiel de développement, du plan d'aménagement. Je ne suis pas très sûr à quoi ça correspond. Est-ce que ça correspond au terrain qui sont... Le nombre de logements qui se construisent par année. Oui, enfin, jusqu'à 2031, les projections de nouveaux logements, comment sont-elles construites? Il doit y avoir quand même une interaction avec l'évolution de la population, vous voyez, caractère endogène, enfin, bref. En fait, juste pour répondre à ça, peut-être, c'est la CNN, je crois, qui calcule un potentiel de développement selon leur plan d'aménagement pour 2031. Donc, ils vont dire qu'en 2031, il y a de la place pour tant de logements. En fait, il va y avoir tant de logements qui vont se construire dans le temps de municipalité. Ce que j'ai fait, j'ai simplement j'ai annualisé le potentiel de développement du plan d'aménagement. Donc, je me suis dit qu'il va y en avoir, si on prévoit par exemple 100 logements dans telle municipalité, j'ai utilisé 100 logements par le nombre d'années que j'avais de projection. Comment ça intervient dans vos équations logistiques, ou bien ça intervient différemment, ce potentiel de développement? Comment il affecte finalement la localisation en mots, hein, bien sûr? En fait, le potentiel de développement, c'est une hypothèse de projection. Dans les régulations logistiques conditionnelles, ce qui est utilisé comme variable reliée au logement, c'est la différence entre les deux recensements divisé par 5 pour en compter 5 années. Donc, en fait, dans le recensement, on a le nombre de logements occupés ou non. C'est-à-dire que ça correspond à tous les logements, si on veut, de la municipalité. Donc, en faisant la différence entre deux recensements, on peut voir le nombre qui a été construit. L'augmentation du nombre de logements dans la municipalité. Donc, c'est ce que j'ai utilisé.
Et pour continuer dans la même veine sur les contraintes d'aménagement, bon, vous avez parlé de logement, mais quid du réseau routier? Je vois votre sourire, parce que j'ai posé une question, parce que évidemment, bon, il va y avoir les gens du ministère du Transport qui sont ici, ils sont intéressés aussi à ça. Eux, ils font des plans sur le développement du réseau routier au niveau provincial. Donc ça doit avoir aussi un impact sur le développement des municipalités et donc finalement vos projections. En fait, il y a beaucoup de variables en fait qui sont importantes mais qui ne sont pas quantifiables. Puis pour faire ce genre de projection-là, ça prend un c'est le pont Champlain. C'est le pont Champlain tombe. Je pourrais faire une variable 0,1 puis quand le pont Champlain tombe, je la mets à 0 puis ensuite. Bon. Mais c'est pour ça en fait que j'ai inclus comme variable explicative aussi la MRC. Donc la MRC, c'est un peu ce qui inclut le contexte dans lequel se situe la municipalité. Autrement dit, ça inclut toutes les autres variables que je ne peux pas quantifier en tant que telles. Donc c'est pour ça par exemple que la MRC va peut-être faire augmenter l'utilité de la municipalité parce qu'on n'a pas 2 ponts à traverser. Contrairement à l'autre qui va être proche du centre-ville. Bon. En fait, j'aimerais bien ça inclure d'autres variables. Par exemple, j'aimerais ça aussi inclure des trucs liés au transport en commun, l'accessibilité au transport en commun. Et donc, chiffre, disons, très objectif qui dit telle municipalité est mieux desservie que telle municipalité. En tout cas, ça n'existe pas. Je crois que si ça existe, je n'ai pas trouvé, disons, très facilement. Puis je ne pense pas être en mesure de calculer ce genre de. En tout cas, je ne pense pas avoir les données pour calculer ce genre d'indice-là. Mais évidemment, j'aimerais bien ça avec d'autres variables du genre. Oui, c'est vrai. Je me demandais, dans le cas des hypothèses venues pour une municipalité en tant que telle, tu prévoyais, pour tes hypothèses, 200 nouvelles personnes qui allaient s'établir là d'ici 2031. Donc, en fonction de tes espaces disponibles, tes espaces vacants, fini avec le potentiel, ça dit qu'il y a de l'espace pour 100 personnes. Tes hypothèses disent qu'il y a 200, là, l'espace disponible est pour 100. Qu'est-ce que tu fais avec disons, ça fait partie des incohérences qui peuvent peut-être arriver. Comme la variable du nombre de nouveaux logements, en fait, les hypothèses sur le potentiel de développement se basent sur l'espace vacant. En principe, moins il y a d'espace vacant, moins la municipalité va attirer des gens, donc moins il va y avoir de personnes qui vont attirer. Ce qui fait que c'est le genre de. Je n'ai pas pu vérifier pour toutes les municipalités encore parce qu'il y en a trop et je ne connais pas le contexte de chacune d'elles. Pour celles que j'ai vérifiées, souvent, l'espace disponible, en fait, ça arrivait assez rarement que l'espace disponible était vraiment explosé, si on peut dire, par la taille de la population. En fait, je crois que c'est pas pour la municipalité de Montréal, notamment. Je ne suis pas sûr que ça peut accueillir 2 millions d'habitants, à moins qu'il y ait vraiment des destructions massives de certains quartiers et qu'il y ait des tours qui se construisent vraiment à grande échelle. Bon, sinon, on peut dire simplement qu'il y a plus de personnes par logement, ce qui est possible aussi dans certains cas. Une augmentation de la colocation, une augmentation de certains trucs. Je crois que le nombre de personnes par logement, c'est quand même une variable. Bon, ça varie moins depuis quelques années, mais si on remonte 30 ans en arrière, c'était pas la même que maintenant. Non, mais c'est plus les densités de logement qui changent que le nombre de personnes. Même le nombre de personnes change. Je veux dire, le fait que maintenant on consomme beaucoup moins d'unifamiliales que des condos. Ton espace vacant, ça change au bout du compte beaucoup. Final. C'est là que le développement prend son sens en 5 ans. Il n'y a pas juste s'en aller dans les espaces disponibles. Mais c'est une question de développement, d'intensification. Oui, ben c'est ça. Mais en fait, les potentiels de développement, je crois qu'il y a. En fait, j'ai utilisé un, mais il y a plusieurs potentiels de développement qui calculent. Vous êtes le sien. OK. Donc, ça, je crois qu'il y a plusieurs potentiels de développement en termes de logement qui est calculé selon différentes hypothèses de densité. Bon, je ne me rappelle plus lesquelles j'ai utilisé. Je crois que c'est la moyenne des. Là, je peux utiliser des hypothèses alternatives à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Québec? Peut-être une petite dernière. Tu comptes tes résultats. Est-ce que, jusqu'à présent, tes travaux, est-ce que diffèrent beaucoup de ce que l'ISU fait comme projection démographique, de ce que l'MTQ fait comme projection?
Ben, le MTQ, je crois que c'était pas vraiment disponible pour chacune des municipalités, les résultats. Ah. Je suis pas certain. Mettons que, hein, on travaille à plus petite échelle que ça. Là. OK. Si on travaille au quartier, on a évidemment des projections par municipalité. Pour les projections, ben, en fait, c'est que j'aime pas trop comparer les modèles les uns avec les autres parce que les hypothèses, souvent, ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, les projections de VSQ par municipalité, ils ont été faites il y a 4-5 ans, je crois. Donc, j'ai mis à jour certaines hypothèses, donc ce qui fait que les résultats, peu importe, sont plus comparables avec ce qui a été fait. Pour vraiment comparer les modèles entre eux, il faudrait que j'utilise les hypothèses exactement pareilles au niveau de l'immigration, de la fécondité, tout ça. Je me demandais si en prenant différentes hypothèses, vous aviez quand même à des résultats relativement similaires. Je pense que ça doit ressembler. Je pense qu'un modèle qui actuellement ne ferait pas l'étalement urbain aurait un problème. Je pense qu'un modèle qui ne mettrait pas beaucoup d'immigration internationale dans le centre de la région aurait aussi un problème. Donc, là-dessus, sur des grands facteurs comme ça, je pense que, là, je confirmerai, ça se ressemble. Je ne parle pas des chiffres. Je parle de même. Je pense que c'est ça aussi. Même si on n'a pas de potentiel, ils font de la croissance en banlieue, puis ils font personne plus âgée. C'est ça les tendances. Penser. Donc, dans ce sens-là, à cette échelle-là, je pense à comprendre. Ça concorde. Je parle pas de chiffres. C'est peut-être ça au niveau, je ne sais pas si c'est la de quand vos dernières projections. Et on en fait continuellement. Ah, ok, bon. Ben, c'est ça. En fait, il faudrait que je vais voir avec les données plus récentes, voir si les résultats correspondent. Mais je crois que c'est pas diffusé par Internet. Hein. Du moins, les résultats détaillés, disons, par municipalité. Donc, on fait quand même des prévisions de déplacement avec ça. En fait, il faudrait que ça ait des demandes spécifiques pour certaines municipalités qui vont faire. Bon, des fois, on fait affaire des municipalités qui demandent des trucs. On demande des services aussi. Mais pour les besoins de validation de son modèle, est-ce que ce serait possible pour Guillaume d'obtenir ces données de votre part, de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas quand même. Pour penser ça. Globalement, c'est les mêmes affaires. Bon, ça va à partir du moment que. En fait, ce qui risque de changer beaucoup, c'est la manière de modéliser la migration interne. Pour le reste, hypothèse de fécondité, hypothèse de migration, du moment qu'on utilise les mêmes chiffres, nécessairement, les résultats vont ressembler. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Non. OK, si c'est ça, on va donc s'arrêter là et puis on va remercier.